Un mauvais virage sur les pistes. Un secret mortel enfoui. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. J'adore avoir vos retours. C'est parti pour l'aventure. C'était l'une de ces rares matinées claires à Saint-Moritz. De l'air pur, un soleil éblouissant rebondissant sur les pistes poudreuses et le bourdonnement excité des skieurs se préparant pour la journée à venir. Bien que plus habituée, au jardin bien entretenu de St. Mary Mead, Miss Jane Marple s'était retrouvée entraînée dans une excursion hivernale, persuadée par son neveu Raymond et son énergique épouse Joanne de se joindre à une petite escapade hivernale. En Suisse, c'était, lui avaient-ils assuré simplement, le tonique dont vous avez besoin après cette terrible grippe de l'automne dernier. Miss Marple, chaudement emmitouflée dans un manteau gris et un chapeau de laine, regardait depuis la terrasse de l'hôtel Schweizerhof les invités passer avec leurs skis et leurs bâtons, la laine blanche dans le froid matinal. Bien sûr, elle n'avait pas l'intention de skier. Son plaisir résidait dans l'observation des êtres humains, et ici, loin des formalités anglaises, elle les trouvait délicieusement moins surveillés. « Allez, mon chéri, le hors-piste est magnifique aujourd'hui !» s'écria une jeune femme, vêtue d'une veste écarlate brillante, ses cheveux blonds dépassant sous un chapeau bien ajusté. Elle parlait à un homme qui se tenait à proximité, grand, athlétique, avec un visage bronzé et un air d'aisance confiante. Il lui sourit avec indulgence, mais ses yeux s'égarèrent plus d'une fois vers une autre femme assise seule à une table voisine, son col de fourrure relevé, son expression distante. Miss Marple remarqua le regard et la vive bouffée de ressentiment qui assombrit les traits de la première femme. « Triangles amoureux », se murmura Miss Marple, en faisant claquer doucement les aiguilles à tricoter. « Ils rendent la vie compliquée. » Elle reporta son attention sur le petit groupe rassemblé au bord de la terrasse. Des clients de l'hôtel, avides d'une excursion guidée dans les régions les moins fréquentées de la montagne. Parmi eux, elle reconnut plusieurs visages. Madame Lavinia Templeton, une veuve pleine d'entrain et avide de potins et d'aventures. Le major Geoffrey Compton, retraité du service colonial et habitué aux déclarations bruyantes et impétueuses, et le jeune couple Peter et Susan Ellison, jeunes mariés dont l'affection semblait presque trop ardente pour être sincère. Le guide, un homme mince, avec un visage buriné et un accent suisse coupé, a vérifié sa montre et a aboyé en anglais. « Nous partons dans 5 minutes. S'il vous plaît, assurez-vous que vos balises d'avalanche sont allumées. » Miss Marple regardait les skieurs vérifier leur équipement, les plus maladroits comme les plus confiants. Elle saisit un éclair de dispute entre deux hommes, un blond, un brun, pour savoir qui devait conduire le groupe dans la première descente. L'homme blond, Charles Stratton, si Miss Marple se souvient bien des présentations, rit et dit quelque chose qui fit froncer les sourcils et s'éloigner du brun. Les tensions, songea Miss Marple, étaient vives parmi les jeunes et les compétitifs. Au moment où le groupe partit, se faufilant à travers les arbres vers les sentiers non balisés, la terrasse s'était vidée et le silence était tombé sur l'hôtel. Ce n'est que quelques heures plus tard, autour d'un thé dans le salon douillet, que les premiers murmures commencèrent. « Ils sont en retard, n'est-ce pas ?» dit la compagne de Madame Templeton, une femme anguleuse, aux traits acérés. Je dis, ils auraient dû être de retour maintenant. Miss Marple leva les yeux de son tricot, les yeux brillants. Elle attendait en effet les rires et les bruits des skieurs qui revenaient. Mais l'après-midi s'était allongé et la lumière commençait à faiblir. Une conversation basse et urgente près de la réception attira son attention. Le directeur de l'hôtel, un homme pâle et anxieux, s'adressait précipitamment à 2 membres des secours en montagne suisse. Des mots flottèrent dans le salon. Manquants, avalanches, équipe de recherche. Miss Marple se leva et se rapprocha, feignant une recherche distraite de ses lunettes égarées. Elle en attrapa suffisamment pour comprendre. L'un des skieurs n'était pas revenu. Qui était-ce? Quelqu'un a demandé. Le nom est venu comme une vague de malaise dans la pièce.
Charles Stratton, le bel Anglais aux cheveux dorés, celui qui avait souri avec indulgence, celui qui avait ri d'un air moqueur, celui qui, Miss Marple s'en souvenait distinctement, avait été au centre de plus d'un ressentiment latent ce matin-là. Un frisson, tout à fait indépendant de l'air de la montagne, traversa la foule rassemblée. Peu de temps après, une équipe de secours a été organisée. L'obscurité se rapprochait et les espoirs diminuaient de minute en minute. Les skieurs revenus plus tôt murmuraient entre eux « Stratton avait-il pris un mauvais virage? S'était-il égaré en territoire dangereux ?» Il a été question d'une querelle, une petite et insignifiante chose sûrement, entre Stratton et un autre membre du groupe. « Affaire épouvantable », dit à haute voix le major Compton en tirant sur sa pipe. « Mais c'est ça qui arrive. Quand on s'amuse en hors-piste, c'est une sacrée bêtise à faire sans un bon guide. »« Mais il avait un guide, » protesta quelqu'un. « Il est parti seul, n'est-ce pas ?» Compton rétorqua. « C'est du moins ce que j'ai entendu. » Miss Marple écoutait, son tricot momentanément oublié sur ses genoux. Elle savait par expérience que ce qui était entendu n'était pas toujours ce qui s'était passé. Les gens ont façonné les événements selon leurs propres souhaits, peurs et préjugés. 1 heure plus tard, la sombre fête est revenue. 2 sauveteurs portaient une civière recouverte d'une couverture. Les clients de l'hôtel se turent tandis que le paquet était transporté dans l'hôtel. Un léger gémissement douloureux s'éleva d'une femme à l'arrière, la jeune blonde, nota Miss Marple. Le directeur de l'hôtel s'éclaircit la gorge et s'adressa à la chambre. « C'est avec un profond regret que je dois vous informer que M. Charles Stratton a été retrouvé décédé. Il semble qu'il ait subi une chute sur une crête isolée, un malheureux accident. » Il y eut un murmure de sympathie, d'horreur polie. Miss Marple ne dit rien. Ses yeux se posèrent sur les visages autour d'elle. Choc, chagrin, soulagement, culpabilité. Les émotions les traversaient selon des schémas complexes, et quelque chose, une subtile discordance dans le schéma la troublait. Un accident, oui, mais des accidents, elle le savait bien, pouvaient être organisés. Et Charles Stratton, avec son sourire insouciant et ses yeux vagabonds, ne manquait pas d'ennemis. Elle reprit son tricot, mais son esprit était déjà en train de reconstituer les fils d'une tapisserie plus sombre et cachée. Compris, je vais suivre votre format avec précision. Le lendemain matin, l'élégance tranquille de l'hôtel Schweizerhof avait cédé la place à une tension fragile, comme une fine croûte de glace recouvrant à peine un ruisseau impétueux. Les conversations s'arrêtaient dès que quelqu'un entrait dans le salon. Les invités se pressaient par paires ou en petits groupes, leur voix était basse mais urgente. Miss Marple, installée dans un fauteuil confortable près de la cheminée, ses aiguilles à tricoter claquant activement, était dans une excellente position pour observer, et avec une grande discrétion pour écouter. La version officielle des événements circulait déjà, passée de bouche en bouche avec l'inévitable. Broderie de rumeurs. Charles Stratton s'était aventuré seul après un désaccord mineur avec un autre skieur, avait raté les sentiers sûrs et était mort. Tragique, mais finalement de sa faute. Mais parmi les invités chevronnés, ceux qui maîtrisaient depuis longtemps l'art de la survie en société et en montagne, l'histoire n'était pas facile. « Pauvre Stratton !» soupira dramatiquement. Lavinia Templeton à son amie, Miss Howard au visage acéré. « Toujours si imprudent. Tu te souviens, Clara, il se vantait hier encore de prendre des risques que personne d'autre n'osait. » Miss Howard pinça les lèvres. « La témérité n'est pas la même chose que le suicide, Lavinia. » Et Charles connaissait ces montagnes bien mieux que la plupart des amateurs. L'idée flottait dans les airs comme un moineau dans une église. Est-ce que ça aurait pu être autre chose? Dans un coin du salon, Peter et Susan Ellison se disputaient à voix basse. « Ils disent qu'ils s'exhibaient, » murmura Susan en jetant un regard anxieux par-dessus son épaule. « J'essaie d'impressionner quelqu'un. » Peter renifla. « Plus probablement pour essayer de surpasser Hans Gruber. Vous avez vu comment Charles l'a aiguillonné hier, se moquant du guide allemand. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent
très légèrement dans leur rythme. Hans Gruber, l'homme aux cheveux noirs, qui s'était enfui après un échange brusque avec Stratton, un guide de montagne professionnel, avec toutes les raisons de connaître mieux que quiconque les sentiers dangereux. « Je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait blesser Charles, » dit le major Compton en se laissant tomber lourdement sur la chaise, en face de Miss Marple. Un peu voyou, bien sûr, mais un type assez populaire. Il a toujours eu un bon rapport avec les dames, si vous voyez ce que je veux dire. Miss Marple sourit avec bienveillance, son visage reflétant une vague indulgence. « Oh mon Dieu, dit-elle doucement. Parfois, cela peut conduire à des conséquences tout à fait inattendues. Vous ne trouvez pas, Major ?» Le Major rit, prenant son commentaire pour une plaisanterie naïve. « Ah ! Les femmes n'ont jamais pu résister à un goujat. Cela se termine toujours, par des larmes ou des crises de colère. » Miss Marple reprit son tricot, gardant soigneusement cette observation de côté. Cad, crise de colère et larmes, un breuvage dangereux dans n'importe quel contexte, mais particulièrement mortel, lorsqu'il est associé à un isolement froid et à des passions cachées. Au déjeuner, les rumeurs se sont intensifiées. « Ce n'était pas un accident », sifflait une voix derrière un journal levé. « Il a été poussé. »« C'est absurde », fut la réplique. « Personne ne prendrait le risque. Trop de témoins. Et comment pourrait-on organiser cela sans être vu ?»« Miss... » Marple sirota tranquillement son thé faible. Elle savait mieux que quiconque qu'un meurtre bien planifié pouvait ressembler remarquablement à un acte de Dieu, ou dans ce cas, à la nature. Un homme mince et sombre avec un col de bureau, le révérend M. Davies, nouvellement arrivé 2 jours plus tôt, se tenait maladroitement près de la table du buffet, l'air mal à l'aise. « Je prie pour son âme, dit-il à personne en particulier. Ce n'est pas à nous de juger des circonstances. »« Eh bien, quelqu'un devrait le faire, » marmonna Madame Templeton, d'un ton acide. Ainsi fleurissent les théories, toutes plus élaborées. Les unes que les autres. Jalousie. Charles avait été mêlé à trop de femmes, disait-il. La blonde, la brune distante, même des rumeurs d'alliance avec une femme mariée. Rivalité. Peut-être qu'un camarade skieur, battu une fois de trop, avait saisi l'occasion de se venger. Honte professionnelle. Certains ont laissé entendre que Charles avait récemment triché aux cartes, suscitant le ressentiment d'invités plus riches et plus fiers. Chaque murmure, chaque théorie, se superposant comme une neige fraîche, enfouissant la vérité plus profondément sous les hypothèses et les mensonges. Miss Marple observa tout, cela avec une patience née d'années passées parmi les maisons apparemment placides de St. Mary Mead, où les émotions les plus amères couvaient derrière les rideaux les plus soignés. Dans l'après-midi, arriva l'inspecteur Heinemann de la police suisse, un homme costaud aux manières laborieuses et visiblement mal à l'aise avec les invités anglais. Il a recueilli des déclarations, posé des questions polies mais sans imagination, et a conclu avec une fermeté rassurante qu'il s'agissait effectivement d'un accident des plus regrettables. L'affaire est officiellement close. Officieusement, ça mijotait. Il y a une cérémonie commémorative demain après-midi, a annoncé le directeur de l'hôtel pendant le dîner. À l'église anglaise du village, tous sont les bienvenus. Un hochement de tête solennel suivit. Miss Marple, se tamponnant la bouche avec une serviette, aperçut un étrange petit regard passant entre 2 des invités. Un regard de reconnaissance, mutuel, de quelque chose de non dit et peut-être indésirable. Elle a caché un autre fil dans sa tapisserie croissante d'observation. Alors qu'elle se préparait à se coucher ce soir-là, Miss Marple se tenait près de sa fenêtre, regardant l'étendue des montagnes enneigées éclairées par la lune. Quelque part là-bas, au milieu de cette beauté étincelante, un homme était mort. Et elle était certaine qu'il n'était pas mort par accident. Non, pensa calmement Miss Marple en resserrant son châle autour de ses fines épaules. Dans un endroit aussi serré que cet hôtel, avec ses alliances cachées et ses rancunes tacites, le meurtre n'était souvent pas plus surprenant qu'une avalanche déclenchée par le moindre murmure. Demain, décida-t-elle, elle commencerait.
à poser ses propres questions, très doucement bien sûr, très innocemment, mais très prudemment. Le matin du service commémoratif s'est levé gris et solennel, avec d'épais nuages suspendus au-dessus des sommets. Miss Marple se leva tôt, selon l'habitude de sa vie, et prit un petit déjeuner léger dans le coin de la salle à manger presque vide. Quelques lève-tôt sont arrivés. Les Ellison, réservés et moins affectueux qu'auparavant. Madame Templeton, plus habillée de couleurs vives que ne le suggérait le décorum. Et Hans Gruber, le guide dont l'allure normalement confiante était gâchée par une tension tendue autour de sa bouche. Miss Marple sirota son thé et observa, son attitude toujours aussi sage et discrète. À St. Mary Mead, elle avait appris depuis longtemps que les premières heures qui suivaient une tragédie étaient révélatrices de beaucoup de choses. C'était avant que les gens ne reconstituent leur visage public, avant que le chagrin ne devienne une routine. La première bizarrerie est arrivée rapidement. Hans Gruber, après avoir accepté un bref et maladroit mot de condoléance du major Compton, glissa quelque chose dans la poche de sa veste, une note pliée, passée subrepticement par l'un des membres du personnel de l'hôtel. Miss Marple, faisant semblant de chercher une aiguille à tricoter manquante, a capté le mouvement du coin de l'œil. Un message clandestin. Curieux. Pendant ce temps, le bavardage habituellement volubile de Madame Templeton était remplacé par un silence nerveux, et elle continuait de regarder vers les Ellison avec un étrange mélange de culpabilité et d'appréhension. Miss Marple commença à se faire une idée, pas de conclusion, mon Dieu non, mais de petites impressions qu'elle gardait comme des graines dans un hangar en attendant de voir lesquelles prendraient racine. Après le petit déjeuner, les convives se dispersèrent, les uns dans le salon, les autres dans leur chambre. Miss Marple, se déplaçant avec un innocent désarroi, entra dans le salon où le feu avait déjà été allumé et les lourds rideaux de velours laissés à moitié tirés pour résister à la fraîcheur matinale. Là, elle trouva le révérend, Davies assis avec raideur dans un fauteuil, une petite Bible cabossée posée sur ses genoux. Ses yeux, cependant, n'étaient pas fixés sur le texte, mais sur les fenêtres au-delà desquelles les montagnes se dressaient de façon menaçante. « Bonjour, Monsieur Davies, » dit doucement Miss Marple. Il commença, presque coupable, puis se reprit, avec un petit sourire triste. « Bonjour, Miss Marple, une journée sombre. » En effet, acquiesça-t-elle en s'installant sur une chaise en face de lui. On ne peut s'empêcher de réfléchir à la fragilité de la vie, surtout dans un tel endroit où beauté et danger sont si étroitement liés. « Tout à fait, » murmura l'ecclésiastique. Miss Marple l'étudia un instant. Il avait l'air grave et calme de quelqu'un habitué au chagrin, mais en dessous, elle détectait un tremblement de tension. La culpabilité peut-être, ou simplement la peur. Je trouve, dit-elle doucement, que les tragédies nous rappellent souvent des chagrins passés. De vieilles blessures se sont, pour ainsi dire, rouvertes. M. Davies la regarda brusquement, puis détourna le regard. « Oui, » dit-il après une pause. « Vieille blessure. Une autre graine plantée. » Elle le quitta peu après, souriant chaleureusement et s'excusant d'avoir interrompu ses prières. Personne ne se doutait que sa promenade matinale était en réalité un méticuleux recueil d'impressions. À l'extérieur, du salon, elle rencontra Susan Ellison, tordant ses mains gantées alors qu'elle regardait la neige. « Oh, Miss Marple, » lâcha Susan, « n'est-ce pas horrible? Je n'arrive toujours pas à y croire. Charles était tellement plein de vie. » « En effet, il l'était, » a déclaré Miss Marple, « et pourtant, la vie se perd si facilement. » Les yeux de Susan étaient remplis de larmes. Elle avait l'air véritablement affligée, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que les émotions pouvaient être sincères, et pourtant pas nécessairement innocentes. « Peter est terriblement bouleversé, » ajouta précipitamment Susan. « Ils avèrent des mots, vous ?» « Savez, Peter et Charles, mais ce n'était rien de grave, juste une stupide rivalité entre garçons. »« Bien sûr, » dit Miss Marple d'un ton apaisant, « mais de telles rivalités, j'imagine,
peuvent parfois dégénérer sans qu'aucune des parties ne veuille réellement nuire. Suzanne se mordit la lèvre et jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Les gens disent des choses épouvantables, que ce n'était pas un accident, mais ça a dû l'être. Ce doit être le cas. Miss Marple lui tapota la main pour lui offrir du réconfort, mais son esprit était très alerte. L'anxiété de Suzanne, aussi authentique qu'elle paraisse, faisait allusion à des peurs plus profondes. Peur pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. Le service commémoratif a eu lieu dans la petite église anglaise, nichée au pied des montagnes, ses murs de pierre à moitié ensevelis sous la neige. La congrégation remplissait le petit espace, de lourds manteaux fumant légèrement dans l'intérieur sombre et éclairé aux bougies. Miss Marple observa attentivement les participants. Hans Gruber, debout, rigide et seul à l'arrière. Les Ellison, assis avec raideur côte à côte, la main de Peter tremblant légèrement, alors qu'il tournait les pages du cantique. Major Compton, beuglant les hymnes avec une sombre détermination. Madame Templeton, se tamponnant les yeux avec un mouchoir en dentelle bien plus souvent que ne l'exigeait la véritable émotion. La brune distante, Miss Lydia Montrose, inexpressive comme une statue de marbre. Le service s'est déroulé solennellement, le révérend Davis prononçant une brève et sincère homélie sur la brièveté de la vie et l'importance du pardon. C'est après le service, dans le cimetière froid, où les personnes en deuil se dispersaient en groupes silencieux, que Miss Marple fit une autre observation petite mais vitale. Hans Gruber s'approcha de Miss Lydia Montrose et lui parla avec urgence à voix basse. Elle secoua violemment la tête, tourna les talons et s'éloigna, laissant le guide seul et furieux. Les yeux pâles de Miss Marple se plissèrent presque imperceptiblement. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais le langage corporel était, assez clair, une querelle, et pas un nouveau. Les personnes en deuil rentrèrent lentement à l'hôtel, l'atmosphère plus tendue qu'auparavant. Malgré la déclaration officielle de l'accident, les courants de suspicion se sont renforcés sous la surface. Dans le salon, des petits groupes se formèrent à nouveau. « J'ai entendu dire qu'il devait beaucoup d'argent », a déclaré à voix basse une femme. « C'est absurde », répondit son compagnon. « C'était de la jalousie pure et simple. Lydia Montrose en avait assez. » Ou peut-être, suggéra sournoisement une autre voix. C'était à propos de cet accord dont Charles se vantait. La semaine dernière, un investissement louche, il a dit qu'il s'était fait des ennemis. Miss Marple tricotait placidement. Ses aiguilles volaient, mais chaque mot était soigneusement classé. Le soir, un changement subtil s'était produit. Alors que le premier choc avait plongé les gens dans le chagrin et l'apitoiement sur leur sort, l'ambiance était désormais sur la défensive. Les invités ont commencé à prendre subtilement leur distance par rapport à la tragédie, désireux de paraître indifférents et irréprochables, et pourtant, la culpabilité était une chose curieuse. Cela s'accrochait, tachant les coupables, même lorsque personne ne les avait encore appelés ainsi. Ce soir-là, avant de se coucher, Miss Marple rédigea une courte liste sur le papier fourni par l'hôtel, motif à considérer, Hans Gruber. L'orgueil blessé par l'insulte? Rivalité professionnelle? Peter Ellison, des griefs personnels, peut-être de la jalousie? Susan Ellison, protéger son mari ou un autre secret? Lavinia Templeton, un engouement? Rejet? Mademoiselle Lydia Montrose, une fierté trahie? Griffes financiers? D'autres encore inconnus. Ci-dessous, elle écrit soigneusement. Les accidents arrivent rarement à ceux qui le méritent le moins. Considérez qui en a le plus profité, qui avait peur d'être exposé, qui a eu l'opportunité et la colère. Elle plia soigneusement le papier et le rangea dans son sac à tricot. Demain, décida-t-elle, elle s'intéresserait aux moindres détails qui la troublaient encore, un détail auquel personne d'autre n'avait fait attention. Car parfois, ce n'était pas l'orage qui révélait le crime, mais le moindre bruit dans la neige. Et Miss Marple, ayant vécu si longtemps au milieu des jardins et des potins, savait exactement comment repérer les empreintes de pas que les autres manquaient. Le lendemain,
Matin, le calme de l'hôtel Schweizerhof n'était qu'une illusion. Une fine croûte de papier tendue sur un chaudron frémissant. Sous des sourires polis et des conversations forcées, les invités bourdonnaient de spéculations agitées. La tragédie avait fait plus que voler Charles Stratton. Cela avait perturbé le réseau délicat de statut social, d'alliances et de griffes tacites qui unissaient le petit groupe. Ce n'est donc pas une surprise lorsque la police suisse est revenue. L'inspecteur Heinemann est arrivé avec 2 officiers plus jeunes, son large visage sévère sous le gris épais du ciel des montagnes. Il rassembla les invités dans le salon principal, où les bûches crépitaient dans la cheminée et où les épais rideaux de velours assourdissaient le monde extérieur. Miss Marple, une silhouette calme parmi les invités rassemblés, posa son tricot et croisa soigneusement ses mains sur ses genoux. L'inspecteur parlait dans un anglais très accentué, mais précis. « Nous avons examiné les déclarations », a-t-il annoncé, et effectué une recherche préliminaire sur les lieux. Nous regrettons que, même s'il s'agissait au premier abord d'un accident tragique, il y ait certaines irrégularités que nous devons maintenant examiner. Une vague de malaise parcourut la pièce. Certains invités échangèrent des regards, d'autres se raidirent, soudain attentifs. Heinemann a continué. « Nous avons des raisons de croire que Charles Stratton n'est pas tombé par hasard. Les preuves suggèrent. » Il hésita pour un effet dramatique, qu'un autre skieur était avec lui peu de temps avant sa mort. La pièce se figea. Dans le silence pesant, une bûche craqua bruyamment dans le feu. Miss Marple gardait une expression fade, même si intérieurement elle hochait la tête. L'inspecteur a parfaitement joué son rôle, sans trop en révéler, mais suffisamment, pour préparer le terrain à une accusation. Après mûre réflexion, dit Heinemann en se redressant, nous avons demandé à M. Hans Gruber de rester disponible pour un interrogatoire plus approfondi. Toutes les têtes se tournèrent, presque à l'unisson vers le guide de montagne. Hans Gruber se tenait raide près du mur du fond, les bras croisés, le visage impassible. Seul un léger resserrement autour de sa mâchoire trahissait son trouble intérieur. Miss Marple a observé les réactions avec attention, Madame Templeton. Poussa un petit halètement audible, en partie de soulagement, en partie de joie, comme s'il était reconnaissant que le filet se soit posé sur quelqu'un d'autre. Peter Ellison, visiblement détendu, ses épaules affaissées. Suzanne Ellison se mordit la lèvre jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Lydia Montrose n'a montré aucune émotion. L'inspecteur fit un geste et Hans Gruber s'avança avec la sombre acceptation d'un soldat appelé au combat. « Nous comprenons, » a déclaré Heinemann, « que vous avez été le dernier à discuter avec M. Stratton. » Hans hocha brièvement la tête. « Oui, il a insulté mon jugement. Il s'est moqué des avertissements que j'ai donnés sur les risques de cette voie. Et pourtant, dit lentement Heinemann, vous lui avez permis de skier dessus. » « Je ne peux pas arrêter un homme adulte, » dit Hans d'une voix froide. « Si quelqu'un veut être un imbécile, je ne peux pas toujours l'empêcher. » L'inspecteur se pencha légèrement en avant. Des témoins vous ont vu suivre Stratton à une certaine distance. Un murmure parcourut le salon. Hans se raidit. Pour le surveiller, pour s'assurer qu'il n'a pas été blessé, pas pour le pousser. Heinemann haussa légèrement les épaules, une performance pour la foule. Peut-être, peut-être pas. Miss Marple observa tranquillement. L'inspecteur bâtissait son dossier sur des preuves circonstancielles, une querelle publique, une offense publique à l'orgueil, une opportunité sur une piste déserte. Ce serait suffisant pour la plupart des gens. Mais pas pour Miss Marple. Elle avait passé sa vie au milieu de drames tranquilles et de petites vengeances dans les villages anglais, et elle connaissait bien les schémas d'orgueil et de dignité blessée. Hans Gruber, à son avis, ne correspondait pas au modèle d'un homme qui assassine de sang-froid, du moins pas à cause d'une insulte publique. Son indignation était réelle, mais c'était la colère honnête d'un homme qui valorisait le respect, et non la haine calculatrice qui organisait les accidents. En plus, il y avait la note. Miss Marple n'avait pas oublié le passage furtif du papier plié au petit déjeuner.
Quelqu'un avait des affaires urgentes avec Hans Gruber ce matin-là, avant que le corps ne soit retrouvé. Quelqu'un qui souhaitait lui faire « Quoi? Nerveux? Obéissant? Un bouc émissaire ?» Les invités se dispersèrent après l'annonce, en petits groupes de conversation anxieuse. Hans Gruber restait près du mur, le visage fermé, refusant de parler davantage. Miss Marple s'attarda près du feu, permettant à l'énergie anxieuse de la pièce de tourbillonner autour d'elle. Le major Compton est passé en fanfaronnade, parlant fort à Madame Templeton. « J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'anormal chez ces étrangers, trop promptes à se mettre en colère. » Madame Templeton hocha la tête avec impatience. « Oh, oui. Et tellement fiers aussi. Ce sont toujours les fiers. » Miss Marple secoua légèrement la tête. Les gens recherchaient souvent la réponse la plus simple, surtout lorsque cette réponse les dispensait de toute réflexion ultérieure. Plus tard, dans le calme de l'après-midi, Miss Marple fit une courte promenade dans les jardins enneigés entourant l'hôtel. Elle était prudente, se déplaçait lentement, utilisant une canne pour se stabiliser. Elle se dirigea vers le hangar, à matériel, où les invités entreposaient que skis et bâtons, remarquant de légères traces dans la neige. Empreintes de pas, traces de ski, petites perturbations. Un porteur est passé, portant un paquet de matériel, et Miss Marple l'a interrompu avec une douce question sur le matériel. Un peu de bavardage, un peu de flatterie. Et bientôt elle apprit que les skis de Stratton avaient été retrouvés intacts, près de la crête où son corps avait été découvert. Pas cassés, comme on pourrait s'y attendre en cas de chute. Étrange. Qu'admit le portier en se grattant la tête. Si vous tombez si mal, les fixations se cassent généralement. Elles sont conçues pour cela. Miss Marple hocha la tête pensivement. Plus tard, de retour à l'intérieur, elle se retrouva assise près du révérend Davis, qui relisait une Bible écornée près de la fenêtre. « C'est une triste affaire, » dit-il avec un soupir, sans lever les yeux. « En effet, » approuva Miss Marple, « est tellement compliqué quand on y réfléchit. » Davis leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils. « Compliqué? » « Oh oui, » dit Miss Marple en arrangeant son tricot. « Les gens pensent que les accidents sont simples, vous savez. Mais parfois, les accidents doivent être organisés avec beaucoup de soin pour paraître accidentels. » L'ecclésiastique pâlit légèrement et reprit sa lecture. Une autre réaction. Une autre graine. Ce soir-là, pendant le dîner, Miss Marple entendit des rumeurs selon lesquelles Hans Gruber pourrait être officiellement arrêté le lendemain. Cela allait trop vite, trop proprement. Et le véritable tueur, pensa-t-elle sombrement, devait nous surveiller, se sentir plus en sécurité à mesure que les heures passaient, alors que les soupçons se refermaient sur le mauvais homme. Elle doit agir bientôt. Demain, résolut-elle, elle trouverait un moyen de tester une théorie qui avait commencé à se former dans les replis tranquilles de son esprit. Car les plus petites choses, un mot imprudent, un regard coupable, une trace troublée dans la neige, pouvaient se démêler les mensonges les plus ingénieux. Et Miss Marple, plus que quiconque, savait comment tirer sur un seul fil détaché, jusqu'à ce qu'une tapisserie entière se désagrège. Le lendemain matin, un froid glacial et cassant brillait à travers le paysage, comme de la poudre de diamant. Miss Marple, chaudement enveloppée dans son manteau de tweed et ses bottes confortables, descendit prendre le petit déjeuner à son rythme habituel. Dans la salle à manger, l'ambiance était sombre, les invités ne parlant que par petits groupes, leurs voix étouffées sous le poids de peurs inexprimées. Hans Gruber était notamment absent. L'inspecteur Heinemann, au visage sombre et réfléchi, occupait une table près de la fenêtre, ses officiers postés discrètement aux portes. Le filet se resserrait autour de Hans, mais l'instinct de Miss Marple lui disait que la véritable proie restait en liberté, observant derrière un masque d'innocence. Tandis qu'elle remuait son thé, son esprit revenait sur les nombreuses petites observations qu'elle avait faites. Un détail en particulier retenait son attention.
Léger, facilement écarté, mais persistant. Les skis, le porteur l'avait mentionné avec désinvolture. Les skis de Charles Stratton n'avaient pas été cassés lors de la chute. Miss Marple, qui a passé toute sa vie à observer les accidents de jardin et de campagne, savait quelque chose de fondamental. Une chute assez grave pour tuer briserait presque certainement les fixations ou au moins endommagerait le cadre. C'était le but de l'ingénierie moderne, épargner les os, sinon la fierté. Pourtant, les skis de Charles étaient intacts. Était-il tombé? Ou son tricot s'arrêta en l'air à cette pensée. Sa mort avait-elle été arrangée? Après, il était déjà vulnérable? Posant sa tasse, elle se leva et se dirigea discrètement vers le bureau de réception. La jeune employée suisse, courtoise et désireuse de plaire, répondait volontiers à ses demandes polies. Miss Marple a discuté, légèrement de son étiquette de bagage perdu, avant d'orienter doucement la conversation vers un sujet différent. La chambre de Stratton. « C'est un si gentil jeune homme, » dit-elle avec mélancolie, « toujours aussi actif. J'imagine qu'il avait toutes sortes d'équipements coûteux. » L'employé, profitant de l'occasion pour montrer la clientèle de premier ordre de l'hôtel, hocha la tête avec enthousiasme. « Tout à fait, madame. La chambre de M. Stratton était pleine de matériel de ski, tous les derniers modèles. Mais étrange, oui, la balise d'avalanche qu'il avait empruntée à l'hôtel, elle n'était jamais allumée. » Miss Marple cligna des yeux innocemment. « Cher moi, n'est-ce pas inhabituel ?» L'employé hésita, conscient qu'il risquait de marcher sur un terrain sensible. « Très inhabituel. Monsieur Stratton connaissait les règles. Tous les invités qui font du hors-piste sont informés. Allumez la balise. » Miss Marple le remercia et entra pensivement dans le salon. Encore une anomalie. Un homme fier de ses prouesses, athlétique, si soucieux d'afficher les derniers équipements. Et il oublie la règle de sécurité la plus élémentaire. Cela ne convenait pas. Soit Charles avait été négligent à un degré incompatible avec son caractère, soit quelqu'un d'autre était intervenu. Elle s'assit près du feu et fit travailler ses aiguilles à tricoter, bien que son esprit soit entièrement occupé ailleurs. De l'autre côté du salon, le major Compton lisait un journal avec une concentration exagérée. À proximité, les Ellison chuchotaient avec urgence, Suzanne jetant un coup d'œil nerveux vers les portes toutes les quelques secondes. Sa Madame Templeton est arrivée avec une écharpe inutile, jetée de façon spectaculaire autour de ses épaules, échangeant des condoléances bruyantes et creuses avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Et Lydia Montrose, la brune distante, était assise seule près de la fenêtre, regardant le paysage gelé, portrait d'un dédain autonome. Les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur Lydia. Il y avait quelque chose de profondément révélateur dans le détachement de cette femme. Non pas le chagrin naturel d'une connaissance pleurant une perte, mais un orgueil fragile qui repoussait la sympathie. Lydia et Charles étaient-ils impliqués? Les murmures le suggéraient, et pourtant la réaction de Lydia ne correspondait pas parfaitement à l'image d'un amant méprisé, pleurant ou complotant. Sa vengeance? Non. Lydia avait plutôt le comportement de quelqu'un qui avait su quelque chose et qui l'avait regretté trop tard. Miss Marple se leva et, avec une apparente désinvolture, se dirigea vers la bibliothèque le long du mur du fond. De là, elle pouvait observer Lydia, sans attirer indûment l'attention. Au bout de quelques minutes, elle fut récompensée. Hans Gruber entra dans le salon accompagné d'un des officiers de Heinemann. Même s'il était techniquement sous de surveillance polie, ses mouvements n'étaient pas encore totalement restreints. Alors qu'il dépassait Lydia, Hans s'arrêta pendant une brève seconde. Leurs regards se croisèrent, et Lydia secoua, la tête presque imperceptiblement. Un geste d'avertissement rapide. Le sac à tricoter de Miss Marple glissa légèrement de ses genoux, inaperçu. Le regard entre eux était fugace, presque invisible pour quiconque ne le surveillait pas, mais Miss Marple l'avait capté. Lydia Montrose et Hans Gruber ont partagé un secret.
Pas de camaraderie ou de culpabilité partagée au sens traditionnel du terme, mais un lien d'avertissement urgent, de compréhension tacite. Miss Marple récupéra son tricot avec un petit sourire intérieur. Plus tard dans l'après-midi, elle s'est de nouveau rendue au petit magasin de matériel de ski, cette fois sous prétexte d'avoir besoin de conseils sur l'achat de raquettes pour des promenades douces. Le même porteur serviable était là, triant le matériel. Miss Marple, discutant légèrement des dangers des sentiers glissants, guida prudemment la conversation vers l'équipement de Charles. « Oh oui !» dit le portier, sensible à son sujet. « Toutes les dernières nouveautés, même ces nouveaux phares pour différentes conditions de neige. » Il désigna une rangée de fournitures le long du mur du fond, des bâtons de cire étiquetés pour différentes températures. Et il était également pointilleux sur ses bottes, des fixations spéciales, très difficiles à mettre en place. L'esprit de Miss Marple s'est aiguisé. Des reliures, dites-vous? Pas du genre ordinaire. Le portier secoua la tête. Non, madame. Du genre à avoir un clip de sécurité supplémentaire, censé se détacher plus rapidement en cas de chute. Mais chose amusante, quand nous les avons vérifiés, l'un d'entre eux était coincé. Coincé? Oui. Cela n'aurait pas dû l'être. C'est dangereux. S'il ne se déclenche pas correctement, vous ne pouvez pas vous dégager en cas de chute. Miss Marple hocha la tête, son cœur s'accélérant légèrement. Une fixation de sécurité coincée, une balise éteinte, une paire de skis intacte. Toutes les petites choses. Tous les détails sont mineurs, mais ensemble, ils ont dressé un tableau troublant. Quelqu'un avait altéré l'équipement de Charles Stratton, et cela avait été fait si subtilement que cela ressemblerait à sa propre erreur stupide. Mais qui? Miss Marple retourna lentement à l'hôtel, sa respiration faisant de petites bouffées dans l'air froid. Le web commençait à prendre forme dans son esprit. Elle pouvait maintenant voir les contours de la colère, de la jalousie et de la peur qui avait poussé quelqu'un à organiser froidement et méticuleusement un accident mortel. La seule chose dont elle avait besoin était une confirmation, un piège peut-être, ou un lapsus révélateur, et Miss Marple, avec toute la patience d'un vieux jardinier guettant la première floraison fragile, savait précisément comment attendre un tel moment. La soirée qui suivit les découvertes de Miss Marple tomba dans un calme tendu et inquiet à l'hôtel Schweizerhof. Les invités se rassemblèrent une fois de plus dans le salon, attirés par le froid et le besoin inexprimé de chaleur, partagés contre l'idée effrayante qu'un tueur pourrait être parmi eux. Miss Marple, installée comme d'habitude près du feu, travaillait ses aiguilles à tricoter avec un calme délibéré. Autour d'elle, les conversations allaient et venaient, révélant davantage ce qui n'était pas dit que les mots prononcés à haute voix. Il n'a pas fallu longtemps pour que les tensions fassent en surface. Madame Lavinia Templeton, ses ragots habituels, maintenant teintée d'une acuité nerveuse, se pencha trop près du major Compton et dit un peu plus fort qu'elle n'aurait dû « Bien sûr, c'est évident, n'est-ce pas? Ce guide, Hans, il avait la plus grande cause, insulté, humilié devant tout le monde. » Le major Compton, appréciant visiblement son rôle de sage conseiller, tira sur sa pipe et gronda. « C'est vrai, les esprits étrangers s'échauffent. La fierté et l'honneur, ce genre de choses. » Miss Marple ne dit rien mais remarqua à quel point la conversation présentait Hans comme le méchant, trop proprement. De l'autre côté de la pièce, Peter et Susan Ellison étaient assis à l'écart des autres, chuchotant avec urgence. Leur affection, autrefois si visible, semblait désormais fragile, forcée. Les doigts de Peter tambourinaient nerveusement sur le bras de sa chaise, et Suzanne enroulait un mouchoir en rond dans ses mains. Ce fut la voix de Suzanne qui monta brusquement, malgré elle. « Toi ne peux pas. Vous ne pouvez pas faire comme si rien ne s'était produit. » Les oreilles de Miss Marple se dressèrent. L'explosion fut rapidement suivie par le murmure sifflant de Peter, et le couple se leva brusquement et quitta la pièce, laissant un nuage de tension dans leur sillage. D'autres l'ont également remarqué. Des regards ont été échangés,
des sourcils haussés. Miss Marple a caché ce moment, une autre graine dans le jardin grandissant de ses soupçons. La note finale est venue plus tard dans la soirée, lorsque Hans Gruber lui-même, étonnamment libre de se déplacer dans l'hôtel bien que étroitement surveillé, est entré dans le salon. Il se déplaçait avec la dignité prudente d'un homme déterminé à ne pas montrer de faiblesse. Pourtant, ses yeux scrutant la pièce trahissaient son isolement. Personne ne s'est levé pour le saluer. Les conversations s'éteignirent à son passage. Miss Lydia Montrose, assise bien droite sur une chaise à haut dossier, rencontra son regard avec quelque chose de plus complexe que la peur ou la colère. Du regret, peut-être? Ou une entente amère? Miss Marple, se levant à l'aide de sa canne, s'approcha doucement de lui. « Une affaire tellement épouvantable, dit-elle, gentiment, tellement difficile à croire. » Hans inclina poliment la tête, mais ne dit rien. « Vous devez bien connaître Monsieur Stratton d'une certaine manière, » continua Miss Marple d'une voix légère, presque rêveuse. « Les hommes qui partagent les dangers le font souvent. » La bouche de Hans se serra. « Je savais quel genre d'homme il était. Pas un homme bon ?» suggéra Miss Marple très doucement. Hans hésita. Puis, après avoir jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'était assez proche pour l'entendre, il dit doucement « Il jouait avec les gens, avec les femmes, avec la fierté des hommes. Il pensait que tout cela n'était qu'un jeu. Et parfois, a déclaré Miss Marple, les jeux peuvent devenir mortels. » Hans eut un petit rire sans humour et s'éloigna. Miss Marple retourna à sa chaise, pensive. Charles Stratton n'avait pas été une victime innocente. Cela était clair. Ce qui restait caché, c'était qui avait finalement trouvé ces jeux intolérables et qui avait agi. Le lendemain matin, avec la coopération réticente de l'inspecteur Heinemann, une série d'entretiens plus formels a été menée avec les clients de l'hôtel. Miss Marple, revendiquant le privilège de son âge et de sa fragilité, était assise tranquillement à proximité, une présence sans prétention, tricotant régulièrement. Vint d'abord Peter. Ellison, point interrogé sur ses dernières interactions avec Stratton, Peter bougea inconfortablement, ses mains se serrant et se dégrafant sur ses genoux. « Nous sommes disputés, a-t-il admis. Charles aimait provoquer. Il disait des choses sur Suzanne, des mensonges. » L'inspecteur Heinemann le pressa. « Et tu étais en colère ?» La mâchoire de Peter se serra. « Bien sûr que je l'étais. Mais je ne pourrais pas faire quelque chose comme... » Il s'interrompit en sueur. Vint ensuite Suzanne, convoquée malgré sa détresse évidente. En larmes, elle confirma la querelle. Peter était furieux, a-t-elle déclaré, mais il ne voulait pas, il ne pouvait pas. « Mais toi ?» demanda astucieusement l'inspecteur. Suzanne leva brusquement les yeux, les joues rouges. « Je détestais Charles Stratton. » Elle a éclaté. « Il m'a humilié. Il pensait qu'il pouvait tout dire, tout faire. Il pensait que tout cela n'avait pas d'importance. » Le silence suivit son éclat. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent un bref instant avant de reprendre. Plus tard, dans une conversation tranquille, Miss Marple engagea une conversation privée avec Suzanne. « Ma chérie, dit-elle doucement, parfois la fierté blessée pousse les gens à des actes imprudents. » Suzanne, au visage pâle, hocha la tête avec raideur. « Je voulais qu'il souffre, mais vouloir n'est pas la même chose que faire. » Miss Marple posa une main réconfortante sur son bras. « Bien sûr, ma chérie, bien sûr. » Vint enfin le tour de Lydia Montrose. Elle entra dans la pièce avec le sang-froid d'une femme habituée à l'adversité. Interrogée sur son lien avec Stratton, Lydia a répondu avec un calme glacial. « J'ai été assez stupide pour le croire une fois, » a-t-elle déclaré. « Rien de plus, j'ai vite appris mieux. »« Et après ça ?» demanda l'inspecteur. Lydia sourit légèrement. « Après cela, je l'ai ignoré. En public du moins. En privé, soupçonnait Miss Marple, les choses avaient été bien plus compliquées.
Pourtant, le roulement de Lydia ne présentait aucune fissure. Lorsque les interrogatoires furent terminés et que les invités retournèrent à leur routine difficile, Miss Marple resta longtemps assise près du feu, des aiguilles à tricoter oubliées sur ses genoux. Autant d'émotions enchevêtrées, colère, trahison, humiliation. Autant de petits motifs attisant la flamme du meurtre. Mais il ne suffisait pas de soupçonner. Elle avait besoin du fil final, et elle avait un plan en train de se former, une manœuvre silencieuse et prudente pour dénouer ce fil. Demain, elle tendrait son petit piège. Demain, elle regarderait et attendrait. Et quelqu'un, elle en était certaine, finirait par se trahir. Le lendemain s'est levé dans un silence menaçant. L'agitation familière du petit déjeuner était assourdie. Le tintement des couverts étrangement atténué. La neige était tombée abondamment pendant la nuit, recouvrant le terrain d'une blancheur immaculée, comme si la nature essayait de masquer le sinistre malaise qui s'était emparé de l'hôtel Schweizerhof. Miss Marple se déplaçait dans la salle à manger avec sa grâce sans hâte habituelle, ses yeux perçants observant chaque détail, les épaules voûtées, les regards méfiants, l'éclat artificiel de la conversation. Tout le monde attendait, en attendant que le H tombe. Et il est tombé plus tôt que prévu. C'était juste avant le déjeuner lorsqu'un cri retentit, aigu, strident et incontestablement réel. Miss Marple, mettant de côté son tricot, se leva aussitôt, sa canne frappant doucement le sol ciré. Le cri était venu du côté du salon. Au moment où elle est arrivée, une petite foule s'était rassemblée. Susan Ellison se tenait près du centre de la pièce, la main posée sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. À proximité, Peter avait l'air d'être malade. Les autres se tenaient à distance prudente, chuchotant. Au milieu de la pièce, sur l'une des tables d'appoint en acajou habituellement réservées au service du thé, reposait un objet, bien en évidence sur la surface polie. Une paire de fixations de ski cassées, tordues de manière anormale. L'inspecteur Heinemann et ses officiers se sont frayés un chemin à travers la foule, le visage de l'inspecteur s'assombrissant à mesure qu'il observait la scène. « Qui a trouvé ça ?» aboya-t-il. Suzanne leva une main tremblante. « Je venais chercher mon livre, » balbutia-t-elle. Et c'était là. Juste là. » Heinemann fit signe à un officier d'emballer soigneusement les reliures. « Traficage ?» dit-il sombrement. « Sabotage délibéré. » Un murmure parcourut les invités. Miss Marple se tenait tranquillement près de la cheminée, son tricot oublié dans sa main, les reliures brisées, présentées si publiquement, si théâtralement, étaient un message. Mais quel était le message? Était-ce un avertissement, une menace, ou une tentative calculée de rediriger les soupçons? Les yeux bleu pâle de Miss Marple balayèrent la pièce, notant les réactions. Hans Gruber, sans expression mais tendu, debout, rigide près de la porte. Lydia Montrose, ses mains serrées fermement autour de la poignée de son sac. Major Compton, grommelant dans sa barbe à propos des diables étrangers. Madame Templeton, les yeux écarquillés et aimant clairement chaque seconde de drame. Peter Ellison, le visage pâle et figé, jetant des regards anxieux à sa femme. Susan Ellison, tremblant d'une véritable peur. L'inspecteur Heinemann se tourna vers la pièce dans son ensemble. « Ce n'est pas un hasard, dit-il sévèrement. Quelqu'un ici était responsable. » Il fit une pause, laissant l'accusation peser lourdement dans l'air. Jusqu'à nouvel ordre, personne ne doit quitter l'enceinte de l'hôtel. Il y eut une inspiration, collective. Même dans leur peur, les invités s'étaient accrochés à l'espoir de pouvoir s'éclipser, laissant derrière eux tous ces désagréments. Maintenant, cet espoir était anéanti. Miss Marple se dirigea lentement vers Suzanne, lui offrant un mouchoir avec une gentillesse discrète. « Là, là, ma chérie, asseyez-vous et buvez de l'eau. » Suzanne hocha la tête en silence, s'enfonçant dans un fauteuil. Pendant ce temps, Heinemann ordonna une perquisition approfondie des locaux. Les chambres des invités ont été inspectées, le matériel de ski vérifié,
les effets personnels inspectés. Tout cela a été mené avec une efficacité suisse rigide et peu de subtilité. Miss Marple, observant attentivement, remarqua quelque chose d'importante. Premièrement, les fixations de ski n'étaient pas celles de Charles Stratton. Le sien avait été récupéré et comptabilisé après sa mort. Deuxièmement, les reliures brisées étaient cachées jusqu'à présent, ce qui suggère que la personne qui les a placées avait attendu le bon moment. Troisièmement, et c'est le plus curieux, quelqu'un avait laissé une légère trace d'empreinte de bottes dans la neige fraîche devant la fenêtre du salon. Quelqu'un qui s'était approché puis s'était retiré à nouveau. Un étranger ou un invité assez intelligent pour se déplacer sans être vu. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Heinemann a convoqué une autre réunion dans le salon. « C'est grave », dit-il d'une voix sombre. « Les reliures cassées ont été altérées. Récemment. Le responsable est toujours là. » Miss Marple remarqua que Hans Gruber jetait à nouveau un coup d'œil à Lydia Montrose, et encore une fois, elle secoua la tête presque imperceptiblement. Miss Marple en était désormais certaine. Lydia protégeait quelqu'un. Pas elle-même. Quelqu'un d'autre. Après la réunion, les invités se sont dispersés, certains dans leur chambre, d'autres pour planer anxieusement autour du feu. Miss Marple se dirigea lentement vers la véranda, où une fine croûte de neige fraîche gisait intacte, à l'exception de quelques empreintes éparses. Avec précaution, elle suivit la faible trace laissée plus tôt. Elle contournait le bâtiment en direction du hangar à matériel. À l'intérieur, le hangar était sombre et froid. Des rangées de skis, de bâtons et de raquettes bordèrent les murs. Miss Marple, la laine embrumée par l'air froid, fit un pas prudent à l'intérieur. Elle était sur le point de battre en retraite lorsqu'elle remarqua quelque chose, une paire de gants glissés à la hâte derrière un banc. Elle les récupéra, avec soin. Ils étaient en cuir, cher, bien fait, et monogrammés avec les initiales P. et Peter Ellison. Miss Marple fourra les gants dans sa poche et retourna à l'hôtel, sa l'esprit tournoyé. Pierre. Cela correspondait, sa dispute avec Charles, sa tension, ses tentatives frénétiques pour contrôler Suzanne, et maintenant, des preuves suggérant qu'il se trouvait près de la fenêtre du salon, plaçant peut-être les reliures cassées. Mais pourquoi? Quel était le but de la représentation théâtrale? Une diversion. Une tentative de faire peser des soupçons sur quelqu'un d'autre, ou, plus effrayant, un signal à quelqu'un. Dans le salon, Miss Marple s'installa une fois de plus près du feu, son tricot sur ses genoux, et attendit. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. Peter Ellison entra, le visage pâle, les mouvements saccadés. Il regarda autour de lui, cherchant, qu'anxieux. Lorsqu'il aperçut Suzanne, il se dirigea vers elle en 3 enjambées rapides. « J'ai besoin de te parler », dit-il d'une voix rauque. Suzanne recula, mais il lui saisit la main, sa voix baissant. Miss Marple, invisible dans le coin, saisit quelques mots. « Il faut se serrer les coudes, rien qu'il puisse te prouver. Restez calme. » Les yeux remplis de larmes de Suzanne parcoururent la pièce, et Miss Marple savait qu'elle était sur le point de s'effondrer. Demain, décida-t-elle, elle agirait. Demain, elle affronterait la dernière pièce du puzzle. Le tueur était proche, plus proche que quiconque n'osait le soupçonner. Et très vite Miss Marple les révélait, doucement, doucement, mais avec la précision infaillible d'un jardinier arrachant une mauvaise herbe mortelle par les racines. La forte tension à l'intérieur de l'hôtel Schweizerhof s'était installée comme une couverture suffocante. Même le feu joyeux dans le salon ne parvenait pas à chasser le froid qui semblait s'infiltrer dans tous les recoins du bâtiment. Les conversations étaient rares et basses, les yeux brillèrent, méfiants et craintifs. Quelque part parmi eux se trouvait un tueur, et tout le monde le savait. Miss Marple, vêtue de son joli tweed gris et portant son sac à tricot toujours occupé, se déplaçait tranquillement dans l'hôtel, apparemment aussi inoffensive et douce que jamais.
Seule la vive lueur dans ses yeux bleu pâle suggérait le contraire. Elle avait pris sa décision. Il était temps de tester sa théorie. Les preuves, les attaches coincées, la balise éteinte, les gants cachés, pointaient toutes vers une seule personne. Mais la preuve en pareil cas était délicate, et la nature humaine, avait-elle appris, se trahirait souvent si on la poussait correctement. Son plan exigeait le plus grand soin. À 15h30 précises cet après-midi-là, elle s'arrangea pour qu'un petit thé soit servi dans le salon. Elle a adressé une invitation polie à Peter et Susan Ellison, Lydia Montrose et Hans Gruber, en la formulant avec son ton le plus innocent. « Juste une petite réunion », dit-elle en souriant gentiment. « Cela semble vraiment dommage de laisser cette atmosphère épouvantable gâcher nos derniers jours ici, tu ne trouves pas ?» L'invitation a été acceptée. Peut-être parce que refuser pouvait paraître suspect. Peut-être parce que la peur poussait les gens à s'accrocher à la routine. Ils se rassemblèrent autour de la table basse près du feu. Dehors, la neige tombait contre les fenêtres, brouillant les montagnes en forme brumeuse. Peter Ellison était assis tendu, ses yeux parcourant la pièce. Suzanne, pâle et misérable, touchait à peine à son thé. Hans Gruber, le visage sombre, se tenait maladroitement près de la fenêtre, refusant de s'asseoir. Lydia Montrose, toujours aussi froide, remuait sa tasse avec une précision mécanique. Miss Marple commença inoffensivement, en discutant des conditions météorologiques, des charmes de la campagne anglaise au printemps et des subtilités du tricot de dentelle. Il ne fallut pas longtemps avant que Peter ne s'agite, souhaitant clairement s'échapper. Miss Marple sourit et dit très doucement « C'est étrange, n'est-ce pas, à quel point peu de choses peuvent faire une telle différence. Eh bien, le moindre défaut dans une fixation pourrait provoquer un accident mortel. » L'effet fut immédiat. Peter se figea, sa tasse de thé cliquetant légèrement contre la soucoupe. Suzanne détourna le regard, se mordant la lèvre. Hans Gruber fronça les sourcils mais ne dit rien. Lydia Montrose haussa les sourcils avec un intérêt poli. Miss Marple insista délicatement. Et bien sûr, il faudrait quelqu'un de très intelligent ou très familier avec un tel équipement, pour le falsifier de manière si experte que personne ne le remarquerait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peter se leva brusquement. « Je dois vérifier quelque chose dans notre chambre, » marmonna-t-il. La voix de Miss Marple l'arrêta sur le seuil. « Oh, monsieur Ellison, un instant, j'ai oublié de rendre ces gants. Je les ai trouvés dehors, près de la fenêtre du salon. » Elle sortit les gants de son sac à tricoter et les leva. La pièce se figea. Peter se retourna lentement, le visage masqué. « Ils sont à moi, » dit-il avec raideur. « Je les ai perdus il y a quelques jours. » Le ton de Miss Marple resta aimable, presque désolé. En effet, mais ils étaient plutôt secs, et il y avait une nouvelle piste menant de la fenêtre au hangar à matériel. Peter se lécha les lèvres. Hans Gruber fit un pas en avant. « Vous étiez dehors ?» Quand les attaches ont été placées, la mâchoire de Peter se serra. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Miss Marple continua comme si elle discutait d'une recette de thé de l'après-midi. C'est curieux aussi de constater que les reliures trouvées hier n'étaient pas celles de Stratton, mais celles de quelqu'un d'autre, placées là pour faire sensation, peut-être pour nous convaincre tous que Hans Gruber était coupable. Suzanne poussa un petit gémissement et enfouit son visage dans ses mains. Lydia Montrose se pencha en arrière sur sa chaise, le visage pâle, mais impassible. Peter jeta un regard désespéré à sa femme. « Ne dis rien, » siffla-t-il. Mais il était trop tard. Suzanne éclata en sanglots impuissants. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je l'ai supplié. Mais il a dit que c'était le seul moyen de nous sauver. Le seul moyen de faire croire à tout le monde. Les mots déferlèrent en torrent, trop vite pour que Peter puisse l'arrêter. Hans Gruber s'avança. La colère brillait dans ses yeux. « Sombre, vous avez saboté mon équipement. Vous avez essayé de me piéger. » Peter s'est retourné violemment contre lui. « Vous l'avez mérité. Vous et les vôtres, vous dominez sur nous, ricanant.
Miss Marple se leva, petite et ferme. « Assez, dit-elle. » Sa voix, bien que calme, avait le caractère définitif d'une porte qui se ferme. Peter s'affala sur sa chaise, vaincu. « Je ne voulais pas le tuer, marmonna-t-il. Je voulais juste qu'il tombe, qu'il se casse. Une jambe ou quelque chose comme ça. Donne-lui une leçon. » Miss Marple secoua tristement la tête. « On ne peut pas choisir le degré de préjudice une fois qu'un crime est déclenché, monsieur Ellison. L'arrogance de Charles Stratton était dangereuse, mais elle ne méritait pas la mort. » L'inspecteur Heinemann, appelé discrètement par un porteur à la demande antérieure de Miss Marple, entra à ce moment-là, accompagné de ses officiers. Peter Ellison a été arrêté tranquillement, sans lutte. Suzanne s'accrochait à Lydia, Montrose pleurant hystériquement. Lydia, pour une fois, montra un éclair de compassion alors qu'elle réconfortait la jeune femme. Alors que Peter était emmené, Miss Marple se tourna vers Hans Gruber. « Vous êtes tout à fait innocenté, monsieur Gruber, même si j'ose dire que vous saviez déjà que vous étiez innocent. » Hans s'inclina avec raideur. « Merci, madame. » Miss Marple hocha gentiment la tête. « Et vous, Miss Montrose, ajouta-t-elle, vous avez été très fidèle, même si cela aurait peut-être été plus utile pour vous de parler plus tôt. » Le visage de Lydia se durcit, mais elle ne dit rien. Plus tard, assise de nouveau près du feu, Miss Marple réfléchit tranquillement tout en sirotant son thé. La nature humaine, pensait-elle, était à peu près la même partout, que ce soit dans un village anglais ensoleillé ou dans une station balnéaire suisse scintillante. La fierté, la jalousie, la peur, tout cela pourrait s'envenimer sous la surface jusqu'à dégénérer en tragédie. Elle soupira doucement et reprit son tricot. Un autre enchevêtrement de cœurs humains dénoués, une autre obscurité, doucement, fermement exposée à la lumière. Et quelque part dehors, la neige continuait de tomber, pure, froide et indifférente au drame de l'humanité. Plus tard dans la soirée, alors que les lumières du Schweizerhof clignotaient chaleureusement, dans la nuit imminente, les invités furent de nouveau convoqués au salon. L'inspecteur Heinemann avait eu l'idée d'organiser une dernière réunion tranquille, mais c'était Miss Marple qui avait suggéré que toutes les parties concernées soient présentes. L'atmosphère était pleine de tensions inexprimées. Suzanne. Ellison était assise, pâle et tremblante, accompagnée de près par une sympathique Lydia Montrose. Le major Compton et Madame Templeton se tenaient près de la cheminée, échangeant des murmures dramatiques. Hans Gruber s'appuya contre le mur du fond, les bras croisés sur sa poitrine. Et au centre de tout cela, calme et sans prétention, était, assise Miss Marple, son tricot sur ses genoux et un léger sourire presque d'excuse sur les lèvres. L'inspecteur Heinemann s'éclaircit la gorge, mais s'en remet, avec un petit signe de tête maladroit, à Miss Marple. Elle se releva en s'appuyant, légèrement sur sa canne. « J'ai pensé, » commença-t-elle de sa voix douce et délibérée, « que cela pourrait aider si nous comprenions tous exactement ce qui s'est passé. » Personne ne l'a interrompu. « Au début, » a déclaré Miss Marple, « cela semblait être un accident. Tragique. Un jeune homme imprudent ignorant les conseils et en payant le prix. Mais de petits détails suggéraient le contraire. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil autour de la pièce. Par exemple, le fait que la balise d'avalanche de Charles Stratton ait été éteinte. Aujourd'hui, un homme aussi vaniteux de ses compétences et de son équipement que M. Stratton n'oublierait guère une précaution aussi élémentaire. Et pourtant, elle était éteinte. Des murmures se répandirent dans la pièce. Ensuite, a poursuivi Miss Marple, il y a eu l'affaire de ses skis, retrouvés intacts, bien qu'il aurait subi une chute mortelle. Un porteur très compétent m'a dit que lors d'une véritable chute, les fixations auraient dû se détacher ou au moins montrer des dommages. Hans Gruber hocha sombrement la tête. Correct. Ce qui suggère, dit doucement Miss Marple, que soit M. Stratton n'est pas tombé. Comme on nous l'a dit, soit que son équipement a été altéré. Elle traversa lentement la pièce,
ses aiguilles à tricoter s'entrechoquant dans sa main libre. Et bien sûr, dit-elle, il y avait une petite question de mobile. Monsieur Stratton, semble-t-il, s'était facilement fait des ennemis. Rivalité, liaison, insulte. Ses yeux se posèrent brièvement sur Lydia Montrose, qui lui rendit son regard froidement, puis sur Peter et Suzanne. Mais parmi tous ceux que M. Stratton avait mis en colère, a déclaré Miss Marple, une rivalité se démarquait. Une rivalité qui brûlait de plus en plus profondément. Peter Ellison. Peter, menotté et gardé discrètement par un officier, restait immobile, la mâchoire serrée. « Vous vous êtes disputé », dit doucement Miss Marple. « Charles s'est moqué de vous, publiquement et cruellement, en suggérant des choses. Sur votre femme, sur votre position. Pierre n'a rien dit. Vous aviez l'intention, je pense, continua Miss Marple, seulement de l'effrayer, de provoquer une chute qui l'humilierait, peut-être le blesserait, mais pas le tuer. » Suzanne sanglotait, doucement. « Vous avez altéré ses liens, si subtilement que personne ne le remarquerait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous avez saboté le mécanisme même censé le protéger. » Le ton de Miss Marple, bien que doux, était inexorable, comme le lent tour d'une clé dans une serrure. « Et quand Charles est mort, dit-elle, vous avez paniqué, mais vous avez vu une opportunité, détourner les soupçons de vous-même et les porter sur Hans Gruber. » Le visage de Hans s'assombrit de colère. « Rappelez, vous avez placé les reliures cassées, pas celles de Charles, mais une paire différente près du salon où elles seraient retrouvées et alimenterait l'idée de sabotage. Vous avez même simulé des empreintes de pas dans la neige pour suggérer une falsification extérieure. » Peter Ellison regardait le sol vaincu. La voix de Suzanne s'interrompit, irrégulière. « Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais il a dit que Charles le méritait. » Miss Marple lui lança un regard aimable, mais n'adoucit pas la vérité. « Et pourtant, dit-elle, l'intention n'absout pas la culpabilité. » Il y eut un silence. Seul le doux crépitement du feu et le hurlement lointain du vent d'hiver remplissèrent la pièce. Miss Marple se tourna légèrement pour faire face à Lydia Montrose. « Et vous, Miss Montrose, vous le saviez ?» La bouche de Lydia se serra. « Vous avez vu quelque chose, peut-être après coup, peut-être avez-vous trouvé des preuves, mais vous avez choisi de garder le silence pour protéger... Qui? Pas Peter. Peut-être Suzanne. » Lydia dit doucement. « Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé, seulement que Peter était désespéré, que Suzanne était terrifiée, et que la police saisirait la réponse la plus simple et blâmerait probablement Hans. » Hans Gruber la regarda avec un sourire amer. « Et vous, dit doucement Miss Marple à Hans, vous êtes presque devenu le bouc émissaire. » Hans haussa les épaules. Ce n'aurait pas été la première fois. Miss Marple secoua lentement la tête. « C'est une chance, a-t-elle déclaré, que certaines habitudes de la nature humaine révèlent la vérité. La peur, la culpabilité et le besoin de s'expliquer alors que le silence serait plus utile. » L'inspecteur Heinemann s'avança alors. « De nouveau officiel. Peter Ellison, vous êtes accusé de l'homicide involontaire de Charles Stratton. » Peter baissa la tête. Suzanne attrapa sa main mais fut doucement retirée par Lydia. Pendant que les policiers emmenaient Peter loin, le salon restait immobile. Miss Marple se rassit et reprit son tricot. Il n'y avait rien de triomphant dans sa posture, seulement une sorte de tristesse lasse. Un autre drame humain s'est terminé, une autre vie prise par l'orgueil et la folie. Au bout d'un moment, Lydia Montrose se leva et s'approcha de Miss Marple. « Merci, » dit-elle simplement. Au lendemain de l'arrestation, discrète de Peter Ellison, l'hôtel Schweizerhof a retrouvé extérieurement son rythme habituel. Le petit déjeuner était servi avec sa précision habituelle. Le chasseur cirait les bottes dans les couloirs, les invités se sont enfilés dans de lourds manteaux pour affronter l'air vif et froid de la montagne. Mais sous la surface, rien n'était pareil. La tension qui régnait dans l'hôtel depuis des jours n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée en quelque chose de plus calme, de plus triste.
Les bavardages vifs et les manifestations joyeuses de sociabilité n'étaient pas revenus. Une ombre légère comme la neige mais lourde comme la pierre s'attardait dans chaque conversation, dans chaque regard. Miss Marple a observé tout, cela depuis sa place habituelle dans le salon, où elle était assise avec son tricot en équilibre sur ses genoux, le claquement régulier des aiguilles étant un son réconfortant dans une atmosphère par ailleurs tamisée. Il était curieux, se dit-elle, de voir avec quelle rapidité les gens essayaient de recoudre les larmes béantes laissées par la tragédie. La plupart préféraient effacer le passé, prétendre que rien d'aussi laid n'avait jamais gâché leur petit monde ordonné. Le major Compton, par exemple, avait déjà repris ses déclarations chaleureuses. Seulement maintenant, il évitait toute mention de Peter ou de Susan Ellison. Madame Templeton, plutôt que de savourer le drame, avait maintenant l'air presque traqué, comme si elle craignait que toute nouvelle manifestation de curiosité puisse attirer les soupçons sur elle. Hans Gruber avait repris ses fonctions de guide, quoique d'un air las et réservé. Il échangea des salutations polies, mais se tint soigneusement à distance des invités anglais. Et Lydia Montrose. Lydia était devenue encore plus distante, si cela était possible. Elle passait ses journées à marcher seule sur les chemins damés, sa silhouette sombre se détachant sur la blancheur infinie, laissant de longues traînées solitaires dans la neige. De Susan Ellison, il y avait peu de choses à voir. Elle restait la plupart du temps dans sa chambre, soignée discrètement par le personnel de l'hôtel. Miss Marple apprit par la gouvernante que Susan avait pris des dispositions pour retourner en Angleterre dans la semaine. « La pauvre !» murmura la gouvernante. « Elle a tout perdu. » Miss Marple hocha gravement la tête. Susan n'avait pas perdu la vie, mais elle avait perdu son mari, sa tranquillité d'esprit, ses illusions. À sa manière, cette perte était presque, ça aussi terrible. Lors de sa dernière soirée au Schweizerhof, Miss Marple était de nouveau assise dans le salon, regardant à travers les hautes fenêtres où la neige qui tombait estompait les limites du monde pour les rendre douces. L'inspecteur Heinemann s'approcha, sa casquette à la main. Il avait visiblement vieilli ces derniers jours, non pas à cause de l'épuisement, mais à cause du fardeau silencieux et épuisant que la vraie justice portait souvent. Il s'est assis à côté de Miss Marple sans invitation, dans le silence, confortable de ceux qui ont affronté ensemble des vérités difficiles. « J'aurais aimé, dit-il enfin, que nous puissions l'empêcher. » Miss Marple sourit faiblement. « On ne peut pas toujours empêcher la folie humaine, inspecteur, » dit-elle. « On ne peut faire de son mieux qu'après. » Il hocha lourdement la tête. « Une si petite chose, murmura-t-il. Une querelle, de la fierté. Et maintenant, termina doucement Miss Marple. Un jeune homme est mort, un autre emprisonné, et la vie d'une jeune femme brisée. » Elle plia son tricot et le plaça soigneusement dans son sac. « La nature humaine, dit-elle doucement, est la même, que ce soit dans la chaleur de St. Mary Mead ou dans le froid des Alpes. » L'inspecteur Heinemann la regarda pensivement. « Vous voyez très bien, madame. L'âge enseigne la patience, a déclaré Miss Marple en souriant, et l'observation. Les gens ne sont pas si difficiles à comprendre, une fois qu'on accepte que leurs actions découlent souvent d'émotions très simples et très douloureuses. » Il se leva en lui tendant la main. « J'espère, dit-il, que vous visiterez à nouveau la Suisse. » Miss Marple rit. « Peut-être, mais je pense que la prochaine fois, je choisirai un joli village tranquille où le ski est considéré comme beaucoup trop dangereux. » Le lendemain matin, les bagages de Miss Marple étaient faits et sa facture réglée tranquillement. Elle fit une dernière promenade à travers le terrain enneigé, s'arrêtant de temps en temps pour admirer les glaçons accrochés aux avant-toits, les rangées soignées de pistes de ski disparaissant dans les bois. Il était étrange de penser que le même paysage paisible avait témoigné de tant de colère, de tant de peur. Dans la cour, elle s'arrêta pour regarder Hans Gruber préparer un petit groupe de skieurs pour une excursion matinale. Sa voix, coupée et professionnelle, ne trahissait aucun signe de bouleversement récent.
Miss Marple sourit faiblement. La vie continue, pensa-t-elle. Dans le hall, Lydia Montrose se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon blanc sans fin. Miss Marple hésita puis se dirigea vers elle. « Miss Montrose », dit-elle chaleureusement. Lydia se tourna surprise, puis se ressaisit avec un sourire cassant. « Mademoiselle Marple », dit-elle. « Nous quitter ?» « Oui, cela a été une visite des plus instructives. » Lydia hésita, puis dit presque contre sa volonté. « Tu étais très intelligent. » Miss Marple secoua la tête. « Pas intelligent, ma chère. Seulement observateur. » Elle tapota la main de Lydia. « Prends soin de toi, » dit-elle doucement. « Les cicatrices que nous portons à l'intérieur sont souvent les plus difficiles à guérir. » Pour la première fois, la façade froide de Lydia se craqua un peu. Elle hocha la tête, sa gorge se serrant comme si elle avalait des mots qu'elle n'osait pas prononcer. Dehors, le taxi attendait. Alors que Miss Marple était aidée à monter dans la voiture, elle jeta un dernier coup d'œil au Schweizerhof, à la lueur chaleureuse des fenêtres, aux solides murs de pierre qui se dressaient contre la neige. Une autre histoire terminée, un autre rappel que sous les surfaces les plus scintillantes, la beauté la plus éblouissante, peuvent se cacher des ténèbres cachées, une chose silencieuse, mortelle, et parfois si insignifiante à son début. La voiture démarra en craquant dans la neige. Miss Marple s'appuya contre le siège, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Elle pensait déjà à sa roseraie à St. Mary Mead, et se demandait si les gelées tardives auraient endommagé les nouveaux bourgeons délicats. La vie, après tout, était pleine de petits soucis. Pourtant, comme elle le savait bien, c'était souvent le moindre souci qui pouvait tout changer. Avec un léger sourire, elle ferma les yeux et laissa passer le monde enneigé. Le train de Saint-Moritz à Zurich serpentait à travers des vallées profondes et le long de lacs gelés et étincelants, les montagnes lointaines s'élevant comme d'anciennes sentinelles impassibles. À l'intérieur de la voiture chaude, Miss Marple était assise confortablement sur son siège, un petit paquet de tricots posé sur ses genoux, l'esprit libre de vagabonder maintenant que l'affaire était enfin derrière elle. Comme toujours, elle était plus réfléchie que triomphante. Les événements du Schweizerhof ont laissé des traces. Ce n'était pas la première fois que Miss Marple voyait comment la fierté et la vanité pouvaient se transformer en quelque chose de plus sombre. Et ce ne serait pas non plus la dernière. Mais cela l'attristait toujours. La rapidité avec laquelle le ressentiment pouvait s'envenimer, la facilité avec laquelle un petit acte de dépit pouvait dégénérer en une tragédie irréversible. La chute de Peter Ellison n'était pas née d'un mal monstrueux mais d'une fierté blessée, d'une jalousie et d'une peur, autant d'émotions terriblement humaines. Et la pauvre Suzanne, prise entre l'amour et l'horreur, avait payé cher son silence. Quant à Lydia Montrose, sa fierté avait survécu, mais Miss Marple doutait qu'elle puisse un jour guérir complètement. Certaines blessures, elle le savait, persistaient bien plus longtemps que quiconque ne l'admettait. Miss Marple repensa au moment critique, les fixations coincées, la balise éteinte, les faibles empreintes de pas dans la neige, les regards désespérés échangés dans le salon. Chaque indice était petit, insignifiant en soi, mais ensemble, ils avaient raconté la véritable histoire. Une histoire que la nature humaine était trop désireuse de révéler une fois que quelqu'un avait regardé d'assez près. Elle ne s'était pas précipitée. Elle avait attendu. Elle avait laissé les coupables se trahir. Ce n'est jamais le grand geste, la confession générale, qui ont permis de résoudre ces meurtres discrets. C'était l'hésitation face à une question inoffensive, le léger tremblement de la main, la peur qu'un simple lapsus ne fasse tout gâcher. Miss Marple, souriant légèrement, reprit son tricot. Le rythme lent et régulier apaisa ses pensées. Elle serait heureuse d'être de retour à St. Mary Mead, parmi ses parterres de jardins familiers, ses thés de l'après-midi, ses voisins calmes et prévisibles. Même là, pensa-t-elle, la nature humaine n'était pas moins complexe. Ils portaient simplement des vêtements différents,
Devant la fenêtre, les champs enneigés s'étendaient à l'infini, touchés ici et là par le vert sombre des forêts de pins. Les montagnes se sont adoucies en collines, la nature sauvage blanche cédant à nouveau aux signes d'habitation humaine. Elle pensa brièvement à Hans Gruber, qui continuerait à guider les touristes sur les mêmes pentes dangereuses. Du Major, Compton et de Madame Templeton, dont les ragots allèrent bientôt se déplacer vers des sujets moins meurtriers. De Susan Ellison, de retour en Angleterre, sa vie a changé à jamais. Et de Peter, qui ferait face à la justice non pas par cruauté, mais parce que la justice l'exigeait. Car Charles Stratton, aussi insouciant et arrogant qu'il ait été, n'avait pas mérité la mort. Alors que le sifflet du train retentissait et que le paysage défilait régulièrement, Miss Marple ressentit une paix profonde et installée. La justice, aussi imparfaite qu'elle puisse paraître parfois, a été rendue, pas par la force ou le spectacle, mais par une patience tranquille, en comprenant la vérité cachée sous des couches de fierté, de honte et de peur. La vérité, pensait-elle, était toujours là, comme des empreintes de pas légèrement enfoncées dans la neige fraîchement tombée. Il suffisait de les remarquer avant que la prochaine tempête ne les emporte. Et Miss Marple, avec sa patience infinie, ses yeux gentils et perspicaces, et sa compréhension implacable de la faiblesse humaine, le remarquerait toujours. Alors que le train s'enfonçait dans un tunnel sombre, Miss Marple se pencha en arrière sur son siège, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement dans la pénombre. Dehors, au-delà des montagnes, au-delà de la neige et de la tragédie, la vie continuait, désordonnée, belle et déchirante. Et Miss Marple, sage et modeste, se contenta de le laisser faire.